Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on another edition of the Bilingual News. And of course, we thank you for your very kind attention. The first part is going to be in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon once again. Bon après-midi à vous, Formion Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La classe politique et des organisations internationales mettent le gouvernement camerounais sur le banc des accusés au sujet du décès du journaliste Samuel Ouazizi. Tous demandent des clarifications au sujet de cette mort dans des circonstances troubles. Gladys Sidé nous en dit un peu plus. 3 candidats à la dernière élection présidentielle réagissent au décès du journaliste Samuel Ouazizi. Maurice Kamto, le leader du MRC, condamne ce qu'il qualifie d'assassinat et exige que les responsables soient punis. Il marque son indignation, indiquant que le Cameroun ne pourra pas se développer tant que les droits de l'homme ne seront pas respectés. L'honorable Cabral Libi du PCRN demande au gouvernement camerounais de faire la lumière sur cette affaire et de tirer toutes les conclusions qui s'imposeront à l'issue d'une enquête diligente et impartiale. Il réaffirme son attachement à la liberté de la presse et à la dignité des journalistes et des citoyens camerounais victimes des privations de liberté. Serge Espoir Matomba du PURS réagit en précisant que le journaliste n'est pas un danger par sa mission d'informer, d'éduquer et de divertir. Il ne doit donc pas être en danger. Sans liberté, il n'y a pas de vérité. Les avocats Maître Agbo Mbala et Maître Michel Ndoki exigent du gouvernement des clarifications sur la mort de Samuel Ouazizi. Ils veulent des réponses aux nombreuses interrogations qui restent jusqu'ici en suspens. Sur le plan international, Hilaria Allegrosi, chercheuse senior de Human Rights Watch, marque son indignation et fait savoir que le cas de Samuel Ouazizi soulève la situation de plusieurs autres journalistes, souvent la cible de harcèlement, d'intimidation, de menaces et d'agressions des forces de sécurité et des autorités. Reporters sans frontières et l'organisation internationale Committee to Protect Journalists attendent des réponses du gouvernement camerounais qui est sommé d'ouvrir une enquête sérieuse et indépendante dans cette affaire. Et l'on note sur le plan national une forte mobilisation des organisations professionnelles, le SNJC, Syndicat national des journalistes du Cameroun, et le CAMASEJ, Association des journalistes d'expression anglaise du Cameroun. Ils demandent que soit communiqué à la famille de Samuel Ouazizi et à l'opinion nationale et internationale les circonstances de son décès et où se trouve son corps. Ils dénoncent le comportement revanchard du gouvernement et aussi de l'armée sur le journaliste au Cameroun. Dans le sud-ouest, des journalistes ont marché pacifiquement en direction des services du gouverneur pour exiger les explications sur la mort de leurs confrères. Bernard Okalia-Bilay, le gouverneur du Sud-Ouest, a fait savoir qu'il se lave les mains dans cette affaire. Selon lui, Samuel Ouazizi a quitté la ville de Boya en bonne santé pour Yaoundé. Il ne saurait demander aux autorités de Yaoundé ce qui s'est passé parce que Samuel Ouazizi a été interpellé pour terrorisme. Le gouverneur du Sud-Ouest fait savoir qu'il ne saurait donc interférer dans cette affaire. Parlons éducation à présent. 4 jours après la reprise des cours du 3e trimestre, l'attitude des élèves inquiète aussi bien sur des campus scolaires que dans des domiciles. Plus personne ne respecte encore les mesures barrières édictées par l'OMS, mais également par le gouvernement. Les cours quotidiens sur le Covid-19 peinent à être implémentés dans plusieurs établissements scolaires qui n'ont pas jusqu'ici reçu du matériel de protection contre le Covid-19. On voit tout cela dans ce reportage de Jacqueline Omolon et Jean-Paul Chougnat. En dépit de la campagne nationale de sensibilisation en cours sur les risques de propagation et de contamination au coronavirus, les vieilles habitudes refont surface avec la reprise des classes dans le département du Mungo. Et depuis le 1er juin 2020, surcharge des élèves sur moto-taxi se font au mépris du strict respect des mesures barrières, de distanciation sociale et du port obligatoire des cache-nez. Le constat est ahurissant. Et éviter, n'est-ce pas, bâcher sur les motos. Il y en a, les chauffeurs de moto, et non pas les cache-nez. Dans l'enceinte des établissements, comme ici au lycée bilingue de Manjo,
Certains élèves prennent même un malin plaisir à mal porter leur masque de protection. La mise en garde est toute musclée pour la moindre fantaisie. Si on trouve un seul élève qui a mis le masque sur le menton, l'élève retourne tranquillement chez ses parents. Donc on n'est pas venu s'amuser. Si vous avez vos vies à exposer, vos enseignants ont les leurs à préserver. Donc faites très attention. Au-delà de tout le dispositif de lavage des mains et des gels désinfectants installés dans les écoles primaires, lycées et collèges du Mungo, les enseignants déplorent le manque de relais des parents dans le suivi de la sensibilisation de leurs enfants. Les parents devraient sensibiliser les enfants à la maison pour qu'ils rentrent aussitôt à la maison, qu'ils ne traînent pas entre l'école et la maison. Parce que ça, c'est un couloir que l'établissement ne peut pas maîtriser. Au sortir de classe, il faudrait que les enfants soient sensibilisés à rentrer directement à la maison. À la maison, les parents doivent relayer. Parce que si ce n'est pas relayé au niveau des parents, ça veut dire que le travail est vain. Les enfants doivent prendre conscience. C'est pour ça que je suis passé dans les salles de classe pour le leur rappeler. Également, je sortirai une note dans quelques jours où les parents seront également sensibilisés. Ils leur sensibilisent davantage nos enfants, leurs enfants, sur le respect des mesures barrières. Et pour renforcer davantage la lutte contre Covid-19 et limiter les risques de contamination, les heures de pause ont même été supprimées. On a tenu une réunion avec des parents où on leur a demandé d'apprêter des sandwichs et des bouteilles d'eau pour des enfants parce qu'ils n'auront pas de pause. On a continué en leur donnant des consignes suivantes. Chacun jusqu'à la maison doit avoir son masque. Se battant comme ils peuvent avec les moyens de bord pour tenir au loin le coronavirus, chefs d'établissement et enseignants du Mungo appellent les parents, les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre à s'impliquer davantage dans cette bagarre générale contre le Covid-19 en tenant à l'œil leurs enfants et mototaximens qui violent délibérément les mesures barrières. Intéressons-nous à présent aux difficultés des populations du quartier Bonaberi dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Là-bas, le mauvais état des routes plombe leurs activités au quotidien. Ces populations dénoncent le laxisme des pouvoirs publics face à cette situation. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters Robert Mokobe et Sylvestre Hippolyte Sangao. Ce n'est pas une compétition de rallye où il faut défier des mardeaux. Nous sommes sur la route principale de Ngwele, un quartier du 4e arrondissement de Douala. Ici, circuler pour les automobilistes, conducteurs de motos et piétons relève d'un parcours du combattant. Je peux acheter une moto quand ça fait même 6 mois. La route casse tous les motos. La saleté entre les roues sont sales et ça rouille le fer. Et ce qui fait que parfois tu entres dans un trou, tu tombes avec le pain, tout se verse dans l'eau et sont les pertes. C'est formidable, il n'y a pas moyen de passer avec la moto. Je te dis, si on pouvait nous aider vraiment à aménager ça, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de la population ici. Pour sortir au quartier, ce n'est pas facile. Tu vois comment nous on se défend là. Nous souffrons quand je parle de ça vraiment. Parce que quand on achète la marchandise, vous trouvez le Benskiner sont pleins là. Et puis madame, vous partez où? Je m'en vais à Washington. Non, la route là n'est pas bien, il y a trop de boue là-bas. Tu peux acheter la marchandise à 5 heures. Tu finis par quitter du marché Sandaga même à 8 heures. Parce que le Benskiner ne peut pas te porter. La route est impraticable. La route est bien pourrie là où vous voyez. Le quartier avait quand même fait les efforts de rembler. Après, il y a eu une fausse promesse de chantier qu'on est venu nous enlever tout ce que le quartier avait contribué. Le mauvais état de la route fait doubler et même tripler le coût du transport. Pour un citoyen moyen et avec les temps qui courent, sortir 300 francs, 400 pour un trajet qui ne fait pas 3 km, c'est un peu pénible, vous voyez. Donc tout ce que nous voulons, tout ce que nous demandons, c'est que notre nouveau maire voit ce qu'il pourra faire pour nous. Toujours dans le 4e arrondissement de Douala, où réside une forte population, le quartier Mabanda est lui aussi jonché des routes impraticables. Pourtant, l'on y trouve un important marché, des écoles et un lycée de milliers d'élèves. C'est grave dans ce quartier, regardez. Il y a l'eau partout. Nous, on n'arrive pas à vivre ici normalement. On prenait la moto avant cimetière, lycée 150. Maintenant, on paie 400-500. Les piétons tombent dedans, les gens de moto tombent, les enfants tombent. Tout le monde, les élèves n'en parlent même plus. Parce qu'ils veulent sauter. Ils sautent, ils tombent.
Les cailloux, on met les cailloux qui se ça, ils mettent les pieds sur les cailloux, ils tombent. C'est ça le problème. Quand ils sont déjà assis, ils oublient qu'ils ont battu la campagne ici. Or, ce quartier vote toujours ceux qui sont en haut. Mais déjà assis, on nous oublie, c'est pas normal. C'est vraiment terrible. Il faut que l'État voit le problème, c'est vraiment. Nous sommes vraiment pourris dans ce quartier. Je ne sais pas vraiment, nous sommes vraiment ici au Cameroun, je ne sais pas au Cameroun. Vraiment, pour sortir là, vraiment, nous sommes véhiculés, on n'arrive pas à entrer dans ce quartier. Pardon, il faut l'État voir vraiment le tel quartier. Vraiment, c'est fort. Ouais. Les regards des populations sont donc tournés vers les autorités municipales de cet arrondissement, chargées de l'entretien des routes secondaires. Confusion sur la collecte des droits de place au marché central de la ville de Douala. Le ministre de la décentralisation et du développement local siffle la fin de la récréation organisée par le super-maire de la ville de Douala. Dans une correspondance adressée au maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Diné, Georges Elanga Obam s'est également a précisé que l'exonération fiscale décidée par le chef de l'État, Paul Biya, bénéficie à tous les commerçants qui vendent les produits destinés à l'alimentation humanitaire. D'autres précisions humaines, l'alimentation humaine, d'autres précisions dans ce reportage de Jean Pochouniat. À tête chercheuse et abusive des mesures d'exonération fiscale et collecte des taxes communales en vigueur au marché central de Douala, le ministre de la décentralisation et du développement local recadre Roger Mbassa Diné, le super-maire de la ville de Douala, qui dans un communiqué du 11 mai 2020 définissait alors, selon ses humeurs et à sa manière, les commerçants devant bénéficier de l'allègement fiscal décidé par le gouvernement de la République. Le patron de l'hôtel de ville de Douala minimisait alors la définition des petits revendeurs et Bayam Selam, réduisant cette catégorie de contribuables aux commerçants s'approvisionnant en vivres dans les villages environnants pour les écouler sur les marchés de Douala aux premières heures du lever du jour. Se référant à une circulaire du ministre des Finances signée le 13 mai dernier, le ministre Georges Elanga Obam précise, sans la moindre ambiguïté, que tous les commerçants de vivres sont exonérés de l'impôt libératoire, les taxes communales, en l'occurrence les droits de place sur les marchés. En clair, le ministre de tutelle rappelle au maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Diné, et tous les exécutifs municipaux du pays que l'exonération fiscale d'application immédiate bénéficie à tout vendeur de vivres, à savoir tout produit destiné à l'alimentation humaine, comme quoi bouchers, vendeurs de poissons frais et fumés, tomates, arachides, condiments, boîtes de conserve, huile végétale, macabo, plantains et autres vivres n'ont aucun franc à payer à qui que ce soit, excepté les frais de loyer pour location de boutiques dans les marchés. Dans sa correspondance au maire, en date du 28 mai 2020, Georges Elanga Obam rajoute que les commerçants qui ont été forcés de s'acquitter de ces obligations en violation des mesures présidentielles bénéficient d'ores et déjà d'un crédit à l'impôt à faire valoir pour leur paiement futur au titre du 3e trimestre courant du 1er juillet au 30 septembre 2020. Pour tout dire, les commerçants abusés du marché central de Douala n'ont pas à regretter de l'arnaque dont ils ont été victimes. L'adage disant « à quelque chose malheur » est bon. Un public reportage dans cette édition du journal, déterminé à apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Afriland First Bank vient d'offrir un important don de matériel médical au ministère de la Santé publique. Reportage. À son tour, Afriland First Bank apporte sa contribution à la lutte contre la Covid-19. Cet établissement bancaire vient de remettre un important don de matériel anti-Covid-19 au ministère de la Santé publique. Pour Afriland First Bank, il s'agit de rejoindre la grande dynamique impulsée par le gouvernement contre cette pandémie. Nous rallions ce mouvement pour cette cause nationale pour pouvoir relever le défi de l'éradication de cette pandémie. Juste ce que nous avons fait à l'endroit, n'est-ce pas, du ministre de la Santé aujourd'hui, c'est un ensemble d'éléments qui permettent de lutter contre le Covid. Dans le détail, le don de cet établissement financier se compose d'importants matériels destinés aux formations sanitaires. 100 000 gants chirurgicaux, 40 000 cache-nez jetables, 4 000 unités de combinaisons médicales, 1000 masques N95, 100 thermomètres à infrarouge.
Avec cette contribution significative de 132 millions de francs CFA, le ministère de la Santé publique souligne l'effort de solidarité d'Afriland First Bank. Je voudrais, au nom du gouvernement, de rappeler que notre consigne que le chef de l'État nous a imposé ici, c'est de recevoir de tous les Camerounais, quel que soit le niveau de la contribution, quelle que soit la qualité de la contribution. Cette contribution est indispensable et doit être accueillie au même titre. Il n'y a aucune contribution de plus, ni aucune contribution de moins. Pour vous dire combien nous apprécions votre geste ce matin. Pas en reste sur les mesures prises en son sein et en faveur de ses clients pour tenir à distance la Covid-19, Afriland First Bank déroule sa riposte. Dès l'apparition des premiers signes, nous avons pris les dispositions pour protéger le personnel et pour protéger la clientèle. Donc à ce titre, nous avons instruit la gratuité du service à distance. Aujourd'hui, vous pouvez faire vos opérations, la majorité de vos opérations sans vous déplacer dans nos agences pour éviter les attroupements. Et à l'égard du public, nous avons pris un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire que nos agences sont équipées des tentes à l'entrée pour pouvoir accueillir les clients et les introduire au fur et à mesure. Donc c'est autant de dispositions que nous avons prises pour pouvoir protéger la clientèle. En sa qualité de leader du secteur bancaire national, avec un total bilan annuel de plus de 1150 milliards de francs CFA, Afriland First Bank entend aussi garder son rang dans la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Formi Armstrong-Sanda. Good afternoon once again. Once again, good afternoon, Julien Bisai. Good afternoon to you, ladies and gentlemen. We are on to the second segment of news. In the English language, we begin with road accidents in Cameroon. Over 7 persons and 8 exactly have perished in a road accident in the Adama region of Cameroon. The persons were killed in an accident in the Mvina division of the Adama region. According to our correspondent in the Adama region, the accident occurred along the road linking Tuboro and Ngaoundéré, precisely in the locality of Borongo. And of course, he said the accident resulted from a head-on collision between an inter-urban public transport vehicle and a truck that was transporting goods from Cameroon to Chad. 7 persons died on the spot and 1 person died en route to the hospital. Other persons who are severely wounded in the course of the accidents have been hospitalized in Ngaoundéré, chief town of the Adama region of Cameroon. And still talking about road accidents and the devastating consequences, 3 persons have been killed in another road accident in the neighboring west region of the Republic of Cameroon. The accident, according to local inhabitants, occurred on the stretch linking Kutaba and Fumban. It has been blamed on the absence of speed brakes along the Kutaba-Fumban stretch of road. Smart Jikangebe tells us more in the following report. Another ghastly road accident takes away the lives of 3 civilians on our major highway. This is Kutaba, where the population is in tears after a private vehicle without a matriculation number had a head-on collision with a commercial bike. On the spot, 35-year-old Yusufa Abdullahi, the bike rider, died, while 32-year-old Ajara and 8-year-old Awawu, who were his passengers, later gave up the ghost at the Kutaba District Hospital. The absence of speed brakes on this highway from Fumban to Kutaba, many say, is the cause of the numerous accidents, saying government is neglecting important things. From Kutaba to Fumban, no go slow, no day. From Kutaba to Fumban, no speed brake is available. Reasons why people die always. If you take control, if you self-race on the other side, it don't be free. So that is a government. The drivers drive carelessly. Government is also to be blamed for neglecting their duty.
will go now reach for food, but it will be because for you now, free now the level land where go slow be supposed to be. On the other hand, the road users have also been blamed for not respecting the speed they are supposed to run. C'est l'incivisme des usagers de la route. The driver of the Avansis car that was involved in the accident, who ran away for fear that he would be lynched to death, has now reported himself to the security forces in Kutaba. Meanwhile, the population of Kutaba burnt the car out of anger. Dreams are still being shattered by the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. A case in point is that of two girls said to be children of an armed separatist leader who were captured recently in Bafut subdivision in the Mezam division of the northwest region of Cameroon. Bustela paints the pathetic picture from the northwest region. In what is described by the highest authority of the 5th Joint Military Region as Operation Bafut Phase 2, aimed at halting the activities of the separatist fighters, two sisters who confirmed they are daughters to Ngwase Dunjiyang, otherwise known as General Alaji, were rescued by the military. I was just in the house sleeping in the night. I went daybreak in the morning at 5 o'clock. I just heard the way they were shooting gun in our house. So I just get up and I went to see it was the militaries that were in our house. So after then, they just took me and came with me here. The soldiers on mission had targeted the home of the Amazonian General Alaji at Acheni, a locality in Bafut. My father was, first of all, he's native doctor from since. Before now, he's a soldier now. So I'm seeing him moving with guns. These girls, names withheld and their identities protected at their request, have expressed the wish to regain normal life out of their village. I've begged the big man that please, you should just let me go to Douala and go and meet my sisters there. Me, I wanted to go since, but my father refused. He took my ID card, so there's no way for me to go. More vulnerable these two have become. There are many trapped in villages of the northwest and southwest regions with no access to health care, food or shelter. Dreams are being shattered as the war drags on in Anglophone Cameroon. Tomorrow's experts may be rare to come by if this tarries for too long. Visiting the troops who had carried out the Bafut Phase 2 mission were Brigadier Generals Carvalhe and Ekongwese Divine of the 5th Joint Military and the 5th Gendarmerie regions, who stressed on the need for the population to collaborate with the soldiers. We have to reassure the population that we are here to secure and protect them, but we need the collaboration to denounce those ambers because they are the ones suffering. While saluting the troops on their bravery in the face of the conflict, Brigadier Generals Carvalhe and Ekongwese Divine cautioned the soldiers on the need to also fight the coronavirus pandemic. By examples, they reminded the soldiers of hand washing with soap and running water as a measure of limiting the spread. And of course, with a challenging security atmosphere and the ravaging coronavirus pandemic, fighting to maintain school in the northwest and southwest regions of Cameroon is a double challenge. Officials and school officials have continued to fight to maintain schools ongoing, and of course also fighting within the context of the coronavirus pandemic, described as challenging. A few weeks after the start of school resumption, the members of Parliament, as that's for the Donga Mantung Center, has equally joined school officials in his area to fight COVID-19, ensuring that learners in the Anglophone regions go to school and effectively protected, and of course from the coronavirus pandemic, offering a huge consignment of anti-COVID-19 kits to learners, and some of them explain how schooling in the Anglophone region within the context of the COVID-19 makes and how they feel with the presence of ways to fight COVID-19 and the kits to protect themselves.
And of course, we shall be coming back to the fight against COVID-19 within the Donga Mountain Division in subsequent editions of the news on Equinox Television. And now we'll talk about roads in the Douala 4 subdivision, where inhabitants of Ngwele and Mapanda neighborhoods of these parts of the economic capital city say their roads are in a deplorable state. They indicate that it's been difficult for their children to head to schools within Bonaberi, considering the very bad nature of the road. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. The main road linking several neighborhoods in Ngwele in the Douala 4 subdivision. Circulation on this stretch of road has been described by inhabitants as a veritable nightmare. The nature of the road is not good because during the rainy season, tippers come inside the road in the quarter and throw sand and gravel and so on and mud. So we need that the government should help us to repair the road. Yes, they need, from Caritas here where we are standing, it's not, the main of the road is not good. We are suffering. The inhabitants are suffering a lot. Every day motor is people that go garage. Every day vehicles get bad on this road. A lot of persons are scared to ply the road with their vehicles. Those who brave the odds by plying the road sometimes get involved in accidents. I, for one, got injured in an accident on this same stretch of road. The bad state of the road, inhabitants say, has caused an increase in the cost of transportation. You take a bike from here to Caritas, they ask you 300 francs. They were supposed to stop the tippers not to enter the quarters during the rainy season. You see? So the nature of the road is not good. So we said the work should continue during the dry season. They stop the tippers to enter the quarters during the rainy season. That's it. We're begging for the government to help us repair the road. Yes. Still in the Douala 4 subdivision, the state of the road linking the Mapanda market and several schools within the area is pathetic. The people are looking up to municipal authorities to give a facelift to the road network in their neighborhood. And of course, that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, and of course, Julien Beth Bissa and I will be back tomorrow, God willing. Julien, I'll see you tomorrow at 8 p.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda. On se voit demain s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez juste après Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.